Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 69. Le réseau Stroke-Nachlaot. Israël. Violence rituelle dans les milieux extrémistes. Début avril 2025, la vidéo d'une jeune femme a circulé sur Twitter. Cette Israélienne, fille de la ministre sioniste des colonies, explique avoir été victime dans son enfance de viols commis par ses parents, filmés pour revendre des vidéos mettant en scène des violences sexuelles rituelles. Dans une vidéo donc de 2 minutes environ, postée en avril 2025 sur TikTok, Shoshana Stroke, ou Strouk, S-T-R-2-O-K ou S-T-R-O-C-K, il y a les deux orthographes, explique qu'elle a subi des viols commis par ses parents dans son enfance. Je cite, je me suis rendu compte que c'était aussi des violences rituelles, explique-t-elle. Un réseau pédocriminel impuni à Jérusalem. Le 2 avril 2025, le média israélien Israël Hayom évoquait dans une super enquête longue une affaire de violence rituelle sur plusieurs dizaines d'enfants dans une communauté fermée ultra-orthodoxe révélée en 2011, donc on est 14 ans plus tard, et depuis étouffée sans qu'une enquête digne de ce nom ne soit menée. Donc vous pouvez lire le texte de cet article traduit en intégralité en français, donc par une traduction automatique, à la fin de l'article. Et vraiment, je vous conseille de le faire. Il y a beaucoup de contenu et c'est très intéressant. Et voilà, n'hésitez pas. Les faits se sont produits dans un quartier de Jérusalem, Nachlaot. Suite aux violences sur leurs enfants, des parents sont allés se plaindre à la police, dénonçant une dizaine d'auteurs actifs dans le quartier depuis des années. Ils attrapaient les enfants dans les rues à la sortie de l'école, et il y avait de quoi se servir. Chaque famille du quartier a entre 7 et 14 enfants. Il était question de tunnels, de viols collectifs, de réseaux, d'une centaine d'enfants, et beaucoup d'autres devaient être entendus. Il y a des familles dans lesquelles tous les enfants ont été agressés par les pédos, des adolescentes qu'ils avaient agressées devenues babysitters leur donnaient accès aux enfants qu'elles gardaient à leurs propres enfants, et ainsi de suite. Apparemment, ils ciblaient particulièrement les babysitters, ils les agressaient, ils les harcelaient. Quand les parents étaient absents, les types du réseau pouvaient entrer et récupérer les enfants ou même organiser des tournages dans le logement. Plus de 80 enfants avaient déposé plainte en janvier 2012. Finalement, 2 types ont été condamnés à quelques années de prison. Et surtout, on a dit que les enfants avaient menti en inventant des histoires à partir de bandes dessinées et fortement exagérées des actes isolés. La justice a reproché aux parents d'avoir interrogé leurs enfants et faussé l'enquête. C'est le signe que l'affaire dérangeait, car même les articles sceptiques disent que certains témoignages d'enfants n'ont pas pu être écartés et étaient vraiment fiables. Par exemple, D, une mère dont l'enfant de 5 ans était victime d'abus répétés, expliquait. Les enquêteurs ont présenté à la fillette des photos floues des suspects et par la suite l'enquêteur des enfants a déclaré que son témoignage était problématique et non fiable. Il n'y a pas longtemps dans le quartier, elle a poussé un cri terrible et a montré du doigt l'homme qui l'a blessé, qui se tenait à quelques mètres de nous, et l'a même appelé par son nom. Alors, que veut encore la police? Pourquoi ces criminels se promènent-ils encore dans le secteur? Fin de citation. L'inaction de la police puis l'étouffement du dossier ont fait scandale. On a retrouvé un suspect pendu, assassiné a priori, une autre battue presque à mort, et les autorités ont sauté sur l'occasion pour accuser les parents des victimes. Bah voyons. La pire affaire de pédophilie dans l'histoire d'Israël, je cite, a fini dans l'impasse. L'article de Israël Hayom parle des témoignages troublants apportés par des femmes qui ont subi des abus organisés dans leur enfance, y compris le viol collectif, dans le cadre de rituels et d'actes de culte par des personnes qu'elles connaissaient, même leurs plus proches, et par des thérapeutes, des proches en Israël et ailleurs. Les victimes parlent, plus de 10 ans après les faits. L'une des femmes qui a parlé au journal Israël Hayom raconte, je cite, je me souviens d'une étoile à 5 branches sur le sol, généralement rouge. Lorsque la cérémonie se déroulait en forêt, l'étoile était marquée d'une houe et des bougies étaient allumées en cercle autour. Le rabbin récitait une bénédiction, béni soit celui qui permet les interdits. Et des hommes priaient autour avec un talit. Ils étaient parfois vêtus de noir et le rabbin portait un manteau blanc. Plusieurs hommes et garçons âgés de 16 à 17 ans participaient aux cérémonies d'ascension. Ils priaient Baal, Péor. Il fut un temps où il me demandait de creuser un trou et m'y coucher. Parfois, il m'injectait quelque chose en disant « Maintenant tu te sentiras mieux », et alors mon corps devenait inerte. Il récitait des psaumes à répétition comme Psaume de David, Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ils m'ont dit « Tu es spécial, tu es choisi », et ils me faisaient l'injection. Je me souviens de bougies de Hanouka et d'un chauffard. Fin de citation.
Car il y a des religieux très en vue dans la communauté parmi les agresseurs, bien identifiés par les victimes. Dans la plupart des cas, les violences sexuelles ont commencé dès la petite enfance, à la maison, par un père, un grand-père ou un autre membre de la famille, et les familles sont totalement complices du réseau. Dans d'autres cas, elles ont commencé dans un contexte éducatif ou thérapeutique. Il est difficile de savoir si l'idéologie était un prétexte pour commettre les violences sexuelles contre les enfants, ou si ces violences étaient le fondement de l'idéologie. Un rabbin dirigeait les opérations, disait aux autres hommes quoi faire, et il viole les enfants tour à tour, le tout sur fond d'incantations. Si les enfants n'obéissent pas, ils étaient punis, brûlés, noyés, frappés. Beaucoup des victimes présentent des troubles dissociatifs de l'identité qui sont sous-diagnostiqués. Selon le docteur Gore, qui suit certaines victimes, celles-ci subissent des séquelles atroces. Je cite, c'est aussi l'un des problèmes liés à la révélation des faits, car les victimes sont tellement anéanties qu'il est difficile de les croire. Plus les agresseurs sont cruels et sadiques, et plus les abus sont commis jeunes et sont horribles, moins les criminels ont de chances d'être traduits en justice, car il n'y a personne pour témoigner. Les agresseurs brisent tellement l'âme des victimes que cela devient un crime sans témoin, ce qui, bien sûr, sert la société qui continue de maltraiter ou de pratiquer ces rituels. Fin de citation. Une autre, témoin victime, parle de violences sexuelles organisées, je cite, notamment d'horribles cérémonies religieuses au cours desquelles des personnes pieuses, dont certains membres de sa famille, l'offraient en sacrifice pour son élévation spirituelle ou sa rédemption. Du satanisme ? Point d'interrogation. Officiellement, ces individus s'affichaient comme des juifs ultra-orthodoxes. Peut-être comme certains catholiques ou protestants ultra qui pratiquent le satanisme en privé. Je cite, l'article précise que plus de 10 femmes âgées de 20 à 45 ans décrivent un phénomène profondément troublant qui suscite de vives inquiétudes. Comme dans de nombreux autres pays, les abus sexuels organisés sur mineurs se produisent en Israël, sous nos yeux. Fin de citation. Leurs histoires sont différentes, mais les violences rituelles en sont le point commun. Cette femme explique que le caractère insensé, extrêmement étrange des rituels a permis au secret d'être maintenu pendant des années. Je cite, comme s'il y avait une logique intrinsèque, mais c'était complètement insensé. Des choses étranges se produisaient, normalisées par le rituel. Il y avait un calendrier, quand réciter, quel verset, comment les choses étaient censées se dérouler, etc. Fin de citation. L'article souligne que d'autres femmes qui témoignent disent, je cite, donc d'autres femmes ne se connaissaient pas et ont grandi dans des communautés et des milieux différents. Mais leurs histoires d'abus rituels sont étrangement similaires, ce qui nous oblige à les écouter sans détourner le regard. Certaines ont été abusées dans le cadre scolaire, d'autres à la maison, dans des écoles religieuses ou des synagogues. Cet article ne présente qu'une infime partie des heures d'entretien et d'information, et certaines parties sont difficiles à lire. Toutes ces femmes craignent que les abus sexuels organisés sur mineurs se poursuivent encore aujourd'hui. Des affaires similaires ont été rapportées dans des milieux non religieux également, selon Israël Hayom, donc le journal. Fin de citation. Une autre de ses témoins, Ayelet, raconte « C'est toujours un endroit sombre, il y a 6 ou 9 hommes, ils m'attachent les mains et les pieds à un lit, se tiennent debout en cercle, murmurent des prières ou des bénédictions, il y a toujours un rabbin qui dirige, il y a un rituel, puis chacun me viole. » Fin de citation. Le témoignage de Shoshana Strock. Shoshana Strock, 38 ans, a donc filmé son témoignage début avril 2025. Elle explique que les souvenirs qui lui reviennent la poussent à dénoncer publiquement les actes pédocriminels commis par ses parents. Des films étaient tournés lors des viols, plusieurs enfants étaient victimes, et elle se souvient d'avoir été forcée à agresser 3 de ses plus jeunes frères. Elle explique aussi avoir contacté une certaine Nahama Goldberg, une soi-disant thérapeute, qui parle publiquement des violences rituelles à la télé, et finalement elle a pu comprendre qu'en fait elle était en lien avec les milieux pédos. Donc en fait cette personne, elle joue le rôle d'une rabatteuse médiatique des victimes d'abus rituels pour mieux les faire taire. Ainsi, au lieu d'aider Shoshana, Nahama, elle lui a fait peur en lui disant que les vidéos pouvaient être diffusées. Et alors, du coup, en tant qu'ancienne victime, elle est censée avoir peur que des viols dès l'enfant soient diffusés. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Non, ceux qui peuvent avoir peur de la diffusion des vidéos, c'est les agresseurs. Et c'est justement la menace que les adultes font aux enfants pour les faire taire, quand ils sont enfants. Mais là, aujourd'hui, Shoshana, elle a 38 ans. Donc c'est très étrange, même cette argumentation. Dans la vidéo, elle dit avoir porté plainte Shoshana contre ses parents avant de quitter Israël, et qu'elle a à nouveau porté plainte en Italie, où elle est partie aujourd'hui, et elle est revenue aujourd'hui en Israël avec son mari, où elle a subi un harcèlement. Un de ses frères serait nommé comme agresseur. Elle a demandé la protection de la police contre les criminels qui la persécutent et contre sa famille, et elle lance un appel au public pour diffuser son message. Il se trouve que la mère de Shoshana Strock, Orit Strock, c'est une militante d'extrême droite, fille d'avocat hongrois, à la base, sioniste, intégriste et mère de 11 enfants, et surtout, elle est aujourd'hui ministre des colonies, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de, entre guillemets, la colonisation des territoires
arabe par les Juifs, pour le faire très simple, dans les limites territoriales de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'elle pilote l'invasion du territoire palestinien en installant des colons et en légalisant côté israélien une présence totalement proscrite par le droit international et par l'éthique la plus élémentaire. Elle s'oppose aussi à tout cessez-le-feu à Gaza, elle veut envahir militairement pour y établir des colonies et s'approprier le territoire comme Israël l'a toujours fait. En 2007, elle a fermement défendu son fils, un colon qui avait, avec ses amis, enlevé dans un quartier palestinien, torturé et laissé pour mort un garçon de 15 ans, retrouvé ensuite dans un champ, nu, ligoté et inconscient. Il a été condamné à 30 mois de prison par un tribunal de cette grande, soi-disant, démocratie, soi-disant la plus grande démocratie du Proche-Orient, qu'est Israël. Une peine que Orit, donc la ministre, la mère de Shoshana, a qualifiée de lourde. Suite à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, Orit Strok a répandu des mensonges au sujet de viols soi-disant commis sur des enfants, dont des bébés, par les membres du Hamas. Cela a permis de faire monter l'hystérie dans le monde entier, et c'était une invention des sionistes. La plainte de Shoshana en Israël aurait débouché sur une enquête menée par l'unité anticorruption Lahav 433, et on ne sait pas ce qu'il en est pour la plainte en Italie. Les médias ont évoqué ces accusations, mais le secret est imposé aux journalistes sur cette affaire. L'enquête fait l'objet d'une ordonnance de confidentialité. Tiens donc, à la demande de la justice ou de la police, on ne sait pas. Confidentialité qui interdit aux médias israéliens de publier davantage de détails, ni même de mentionner que les accusations visent la ministre. C'est bien pratique. Affaire à suivre, même si on se doute que les autorités feront tout pour minimiser les faits et les condamnations. Je vous ai mis l'extrait du post de Shoshana. Quelques autres affaires récentes. Alors, on peut signaler quand même, parce que c'était pas la seule chose dans ces milieux ultra-orthodoxes juifs, les milieux ultra chez les orthodoxes et les sionistes sont régulièrement mis en cause pour des dérives sectaires et des violences sexuelles contre les mineurs. En février 2025, le Guatemala a arrêté le leader d'une secte juive très fermée et récupéré 148 enfants soupçonnés d'être victimes de violences diverses et variées, notamment sexuelles. Par ailleurs, les juifs poursuivis à l'étranger pour des violences sexuelles contre les mineurs, comme pour d'autres crimes d'ailleurs, peuvent venir se réfugier en Israël et échapper à la justice. Voilà, ça doit être une sorte de solidarité coreligionnaire. Ils apprécient beaucoup de se planquer dans les colonies illégales en Cisjordanie. Il y a eu par exemple, parmi des dizaines d'autres, un cas qui a été un peu médiatisé, Jimmy Julius Carow, accusé de viol sur une fillette de 9 ans aux États-Unis, s'est réfugié en Israël. Et puis, 2 ans plus tard, il a été recondamné en Israël pour des faits similaires dans un autre dossier. Donc, dans le cadre de cette affaire, on cite CBS News, donc un grand média américain, qui dit, je cite, « Beaucoup de pédophiles israéliens poursuivis aux États-Unis fuient en Israël. » Eh oui, fin de citation. Il y a aussi le réalisateur d'Hollywood, Bryan Singer, accusé d'avoir violé des enfants des années 90 à 2000, qu'Israël ne compte pas extrader. Alors, je vous renvoie au lien vers l'article justement sur le réseau d'En Hollywood, donc voilà, tout ce qui est la sphère du spectacle. Et voilà, et donc suite à ça, ce réalisateur très connu, qui a fait des Marvel, etc., il a échappé à la justice états-unienne en allant en Israël, qui compte pas l'extrader. Ça rappelle aussi l'affaire Polanski, où visiblement il y a plusieurs refuge dans le monde pour échapper à la justice quand on est un pédo, il y a Israël quand on est juif, mais visiblement il y a aussi la France, puisque Roman Polanski échappe à la justice américaine depuis qu'il est réfugié en France et qu'on l'extrade pas pour le viol d'une fille de 13 ans qu'il avait droguée. Revenons à nos affaires. Une autre affaire, cette fois-ci en Australie, Malka Leifer, ancienne directrice d'une école juive ultra-orthodoxe affiliée à une secte à Melbourne, condamnée pour des violences sexuelles commises sur 2 élèves, qui a été protégée par le gouvernement israélien à son retour en Israël, si bien qu'il a fallu 7 ans avant son extradition en Australie. En juin 2022, l'ancien ministre de la Santé de Netanyahou, donc sur différentes périodes 2015-2017, 2019-2020, puis du logement et de la construction 2020-2021, Yaakov Litzman a plaidé coupable pour avoir manœuvré afin qu'elle reste en Israël, donc pour protéger Malka Leifer. Et le beau-père de Malka Leifer, le rabbin Baruch Leifer, a été accusé en 2022 de viol sur une fillette de sa famille âgée de 12 ans lors des faits. Il a eu de la chance, la prescription l'a sauvé. L'article du Parisien qui évoquait sa condamnation à 15 ans de prison le 24 août 2024 expliquait, je cite, « Selon l'acte d'accusation, l'ancienne enseignante, donc Malka, a violé une élève en 2006 après l'avoir invitée à dormir chez elle pour des, je cite, leçons de kala, une sorte de cours d'étiquette avant le mariage. Elle a à plusieurs occasions dit aux élèves qu'elle les préparait à devenir des épouses, selon le procureur, fin de citation. Au départ, il était question de 70 victimes.
environ. Une autre affaire à New York. 150 plaintes de victimes de violences sexuelles dans des institutions de la communauté juive ont été déposées en 2019-2021 dans le cadre d'une énorme vague de plaintes contre une série d'institutions dans tout le pays, dans tous les États-Unis. De même, donc c'était à New York, il y avait également la communauté juive de Brooklyn a aussi fait scandale quelques années plus tôt pour des abus sexuels et maltraitances répétés sur les enfants dans l'impunité la plus complète. En 2017, une vingtaine de types a été arrêtés à Jérusalem, Tel Aviv et ailleurs pour des actes pédocriminels et 160 autres étaient recensés par la communauté ultra-orthodoxe à laquelle ils appartiennent comme ayant commis des violences sexuelles contre des mineurs. Je cite. Âgés de 20 à 62 ans, les suspects étaient connus de longue date pour leurs méfaits au sein de leur communauté, mais ceux-ci n'avaient jamais été portés à la connaissance de la justice israélienne, rappelait Libération le 28 mars 2017. Fin de citation. On a également un documentaire, qui est un très bon documentaire, qui s'appelle M comme Menahem, qui a été réalisé par Yolande Zauberman. Et en fait, il a été fait sur le sujet, c'est des viols subis donc par des garçons dans la communauté juive ultra-orthodoxe de Bnei Brak, donc en Israël, qui est en fait la capitale du judaïsme hassidique, qui est une version ultra-orthodoxe du judaïsme. Et donc, on a ce Menahem qui aujourd'hui a du mal à refaire sa vie, un peu homo, et en fait raconte qu'il s'est fait violer dans ses cercles de garçons. Les caméras rentrent à l'intérieur, on voit un peu l'ambiance de camaraderie, etc. Et en fait, il semblerait que ce soit complètement consubstantiel à ces milieux, hein, de violer des petits garçons, de violer des petites filles, et, y compris ses propres enfants. Hein, et il y a à la fois de la prédation, mais de la prédation finalement ritualisée. Alors dans quelle mesure c'est justifié par la religion, difficile à dire. Dans quelle mesure ils ont adopté des choses sataniques de l'extérieur, ou au contraire, c'est là moi je suis pas calé au niveau symbolique, ou au contraire c'est peut-être plutôt les ultra-orthodoxes juifs en fait qui ont ces rituels et qui les ont exportés dans le reste du monde, pourquoi pas. Est-ce que le satanisme n'est pas finalement une lutte interreligieuse entre le judaïsme et l'ennemi juré qui est un des ennemis jurés qui est le catholicisme, donc basé sur le Second Testament et sur Jésus. Par le biais de la franc-maçonnerie, par exemple, hein, on retrouve plein de symboliques juives. Hein. On a les deux colonnes, Boaz, Yakin, il y a énormément de choses juives dans la franc-maçonnerie. Donc, vous voyez, ça, c'est des hypothèses. Bon, moi, je vais pas aller là-dessus, mais ce qui est quand même extrêmement troublant, c'est que c'est ritualisé, c'est répété, c'est fait avec un rabbin, c'est complètement dans les milieux les plus religieux, et on retrouve, enfin, pourquoi on retrouve la même chose que dans le satanisme, la même symbolique, les mêmes choses, le même genre de choses. Bon, je laisse la question ouverte. De plus, parmi les violences commises contre les centaines d'enfants palestiniens détenus arbitrairement, les viols et autres agressions sexuelles commises par les soldats et les garçons ne sont pas rares. Donc là, on évoque juste effectivement les viols d'enfants qui sont commis par les Israéliens dans les prisons sur les Palestiniens, adultes ou enfants. Donc ce qui est une guerre pour détruire en fait les Palestiniens, détruire leurs enfants, pour détruire leur futur. Mais on se rend bien compte aussi qu'ils ne violent pas, ils n'attaquent pas du tout que des Palestiniens. Hein. Tous ces gens-là, tous ces réseaux attaquent les enfants juifs, les enfants ultra-orthodoxes. Enfin, on est dans quelque chose de complètement ritualisé, systématique. J'espère que ça touche pas. Je suppose que ça touche pas toutes les familles d'Israël, bien sûr, et que Israël, il y a des gens très diversifiés aussi. Hein. Tout le monde n'est pas ultra-orthodoxe en Israël. Bon, néanmoins, ça donne à réfléchir. Conclusion, bref, comme les autres, les milieux juifs ont leurs pervers dont les pratiques ne sont pas sans rappeler le bon vieux satanisme des dingues occidentaux, avec justement cette question de dans quel sens ça va, quels sont les échanges, historiquement comment ça se passe, s'il y avait une histoire à faire des rituels sataniques, à quel moment ça apparaît, sous l'impulsion de qui, est-ce que c'est une importation venue de ces ultra-orthodoxes, est-ce que c'est le contraire, c'est le satanisme qui s'est développé dans la sphère occidentale et qui du coup a été importé via peut-être justement, vous voyez, comme cette femme qui vient de Hongrie, et que ça a commencé au sein des milieux ultra-orthodoxes juifs par l'extérieur, ou pas, tout ça c'est des hypothèses à vérifier, on n'en sait rien en fait, on n'en sait rien du tout. Donc la chape de plomb est la même, effectivement, après quand les choses arrivent, on voit que c'est exactement la même chose, les mêmes rituels, les mêmes protections, etc. La chape de plomb est la même, mais vu le nombre de victimes, comme chez nous, elle risque de ne pas faire long feu. Comme toujours quand règne le secret et que la seule réponse à la parole des victimes est de les harceler, la pédocriminalité prend des proportions dantesques.
car ces affaires ne sont évidemment que la brindille qui cache la forêt vierge, et tout sera mis en œuvre, comme partout, pour que les systèmes ne soient pas ébranlés. Mais la société, issue en Israël, est comme l'Église catholique, ses fondements sont vermoulus par ses pratiques, sa crédibilité est perdue, et elle ne tient que par la force d'inertie avant de s'effondrer sur ses milliards et ses secrets. Donc en fin d'article, je vous ai remis donc l'article entier téléchargeable en PDF de Israël Hayom, traduit automatiquement, et puis d'autres articles qu'on a évoqués brièvement, l'article sur le Guatemala, l'article sur l'Australie avec Malka Leifer, un article sur des juifs néerlandais qui a fait donc une chose en justice pour aller retrouver les agresseurs à Brooklyn. Également l'école de l'horreur donc en Israël, et puis j'ai mis ici également des articles plus récents qui se passent en France, donc Marseille, un homme qui se proclame rabbin condamné pour agression sexuelle sur mineur, Épinay-sur-Seine, un surveillant de l'école juive orthodoxe Tashbar écroué pour viol et agression sexuelle.